Bonjour, je suis Olivia Pilon, professionnelle à la coordination régionale des mesures d'urgence sécurité civile et accès réseau. Je vais vous présenter quelques diapositives d'introduction sur la mission santé. La mission santé est la structure regroupant les services de santé et de services sociaux qui forment avec les autres missions la structure de sécurité civile québécoise pour faire face aux sinistres et événements majeurs nécessitant la mise en place d'une réponse concertée. La mission santé, pour la région de Montréal, s'inscrit dans le plan national de sécurité civile du ministère de la Sécurité publique, dans le plan régional de sécurité civile et dans le plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal. Les responsabilités en mesure d'urgence pour le réseau de la santé se divisent en deux grands volets. La première est le maintien des services. Nous devons nous assurer de maintenir les services et les activités essentielles du réseau, et ce, malgré un événement ou un sinistre. La deuxième est le déploiement des activités de la mission santé et de contribuer au plan national de sécurité civile. Au niveau de la gestion des risques et des sinistres, il faut les traiter selon les 4 dimensions de la sécurité civile. La prévention, faire une réduction à la source des risques de sinistres. La préparation, s'assurer d'être formé adéquatement, d'avoir des plans de mesures d'urgence à jour, de participer à des exercices. L'intervention, les opérations qui se déroulent durant l'événement. Et le rétablissement, les étapes et les activités afin d'assurer un retour à la normale. L'ensemble de nos plans mesures d'urgence sont construits selon ces 4 dimensions de la sécurité civile. Les principales actions en intervention, donc la 3e dimension de la gestion des risques, sont les suivantes. Assurer une vigie de l'évolution, assurer la liaison avec les autres missions qui sont responsables des autres volets du plan national de sécurité civile et de faire la liaison avec l'autorité responsable de la coordination de l'événement selon le type de sinistre. Mobiliser les intervenants qui ont un rôle à jouer, coordonner la réponse de la mission au niveau de la coordination régionale, de la direction régionale de santé publique et d'urgence santé, gérer l'information, produire et diffuser un état de situation auprès des hautes instances responsables, gérer les ressources, gérer et anticiper les conséquences pour les prochaines étapes. Pour la région de Montréal, les principaux risques de sinistres peuvent être un accident avec des victimes multiples, une pandémie, par exemple la COVID-19, des épisodes de chaleur accablante et extrême, des inondations, des déversements de matières dangereuses, des incidents impliquant des tueurs actifs ou des actes terroristes, des séismes, des tempêtes et toute autre forme d'aléas qui pourraient se produire sur le territoire montréalais. La structure de la mission santé se divise en 3 grands volets, le premier étant au niveau du préhospitalier d'urgence et de la réception des personnes sinistrées. Les responsables de ce volet sont la Corporation d'urgence santé et les salles d'urgence des centres hospitaliers pour la réception des victimes et le déploiement des codes orange. Le deuxième volet touche les soins et services aux personnes sinistrées. Cela concerne le déploiement sur le terrain d'équipes de santé de première ligne ou d'équipes psychosociales. Par exemple, lors d'un sinistre, s'il y a ouverture d'un site d'hébergement pour les personnes sinistrées, le réseau de la santé est responsable d'envoyer des équipes psychosociales pour soutenir la population sur place. Cela inclut également les consultations médicales, les soins et services sociaux particuliers, ainsi que les médicaments et services pharmaceutiques. Le troisième volet, la santé publique, a pour mandat la vigie et la surveillance, la protection de la population, les enquêtes et l'expertise. De façon transversale, il y a toujours le volet communication présent en continu. La structure de sécurité civile est une structure assez complexe qui relève de différents paliers, le palier provincial, le palier régional et le palier local. Pour chaque ministère, différentes instances de coordination existent pour ces 3 paliers. Nous allons poursuivre la présentation pour le volet coordination, qui recouvre toutes les actions des partenaires de la mission santé. Pour la composition et le mandat, la coordination régionale mesures d'urgence sécurité civile et accès réseau assure un leadership en matière de sécurité civile et de mesures d'urgence pour Montréal, suite à l'obtention d'un mandat par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2015 lors de l'adoption de la loi 10. L'équipe est responsable d'assurer la coordination de la mission santé sur le territoire montréalais. La coordination régionale se situe dans la direction des services généraux et des partenariats urbains du siège du centre-sud de l'île de Montréal. L'équipe est composée d'une coordonnatrice, d'une chef de service et de 3 professionnels. La coordination régionale est en lien quotidien avec les 10 coordonnateurs locaux des mesures d'urgence et sécurité civile des établissements du réseau de la santé montréalais, notamment par l'entremise de la table régionale des coordonnateurs.
Lors de l'obtention du mandat en 2015 de la coordination régionale, les rôles et responsabilités de la mission santé étaient bien détaillés au niveau des attentes ministérielles. Chaque établissement sur le territoire montréalais a la responsabilité d'assurer le maintien d'un système de garde 24/7 en sécurité civile et en mesure d'urgence. Chaque CIUS doit être autonome dans la mise en place de sa structure de déploiement pour la mission santé et pour la conduite générale des dossiers de sécurité civile et développer un modèle de sécurité civile propre à la réalité de son territoire, région. On peut penser par exemple au CIUS de l'Ouest, touché chaque année par les inondations et qui doit adapter sa réponse selon cette réalité. En plus d'assurer un leadership en matière de sécurité civile et de coordonner la mission santé sur son territoire, le CIUS du Centre-Sud doit également soutenir l'établissement concerné si la mesure d'urgence est dans seulement un établissement et coordonner les interventions si l'incident dans un seul établissement est un événement d'envergure, si plusieurs établissements sont concernés ou si l'intervention des partenaires est requise, par exemple le SPVM ou le Centre de sécurité civile de la ville de Montréal. Parmi les partenaires de la mission santé, on peut compter le service de police de la ville de Montréal, le service de sécurité incendie de Montréal, le Centre de sécurité civile de Montréal, la Société de transport de Montréal ou l'Organisation régionale de sécurité civile. Au niveau du mécanisme de coordination régionale, selon l'ampleur de l'événement, différentes structures peuvent être déployées et ajustées pour la région montréalaise, par exemple une structure en lien avec des situations d'urgence, via des mécanismes qui se déploient rapidement, des numéros de garde 24/7, des conférences Teams ou téléphoniques. Il y a des structures au niveau tactique, comme la table régionale des coordonnateurs mesures d'urgence sécurité civile, le groupe de travail interdisciplinaire en mesures d'urgence, qui regroupe les coordonnateurs mesures d'urgence et différents partenaires, ou le groupe Mission Santé, composé de notre équipe, la coordination régionale, Urgence Santé et la direction régionale de santé publique. D'un point de vue opérationnel, il peut y avoir le déploiement du CCMU Mission Santé, qui est une structure de soutien et de gestion d'événements. Enfin, au besoin, les informations sont acheminées à des niveaux d'instance plus stratégiques, comme la table des PDG ou des PDGA. Concernant la mobilisation des établissements, selon la situation, la coordination régionale des mesures d'urgence pourrait ouvrir son centre de coordination régionale des mesures d'urgence, CCMU, qui est un lieu physique afin de gérer une situation de crise. Des partenaires, comme la Direction régionale de santé publique ou Urgence Santé, pourraient envoyer un agent de liaison. Selon la situation, la coordination régionale peut également envoyer un agent de liaison dans les centres de coordination mesures d'urgence des partenaires. Par exemple, lors des inondations, le Centre de sécurité civile de la ville de Montréal ouvre toujours son CCMU et il y a toujours un représentant au niveau de la mission santé, de la coordination régionale, d'urgence santé et de la direction régionale de santé publique. Pour s'assurer de mobiliser tous les partenaires requis, nous établissons un cycle de coordination, soit avec le ministère, les établissements du réseau, les partenaires ou toute autre personne pertinente. Cette diapositive vous présente le mécanisme d'alerte concernant des situations où la coordination régionale pourrait être interpellée. Cela survient lorsqu'un partenaire, un responsable du réseau de la santé, comme un coordonnateur mesures d'urgence sécurité civile ou le ministère, nous interpelle via la garde 24/7. L'évaluation de la situation va être faite et nous allons nous positionner en veille, alerte ou mobilisation et faire les actions requises selon le besoin. Notre intervention est toujours adaptée au type de sinistre, soit la vigie continue des risques et vulnérabilités du territoire, qui se trouve dans le plan d'action régional 2022-2024, mesures d'urgence et sécurité civile, ou le plan régional de sécurité civile. Nous avons aussi des plans particuliers d'intervention, révisés chaque année, qui s'adressent à des situations spécifiques, chaleur accablante, arrivée massive de blessés et déploiement de code orange, inondations, relocalisation, pandémie, pénurie ou contamination de l'eau potable, tempête extrême, pénurie de sang, etc. Bonjour, mon nom est Joanie Gagnon. Je suis APPR au Bureau des mesures d'urgence de la Direction régionale de santé publique de Montréal. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre volet, de la mission santé. Donc, à la santé publique, on a vraiment une diversité d'expertises mobilisables. On a 2 DA avec une diversité de secteurs, d'équipes et de services qui permettent d'aller dans un large spectre d'expertise en santé publique.
En mesure d'urgence, après la pandémie, on a réalisé qu'il y avait vraiment un besoin pour une coordination transversale pour assurer une réponse organisationnelle aux mesures d'urgence. On a donc créé un bureau des mesures d'urgence avec les projets transversaux de niveau, comme on disait, transversal. Le schéma que vous voyez à l'écran, ce n'est pas notre schéma officiel de la santé publique, mais c'est un schéma un peu simplifié pour les besoins de la cause aujourd'hui de formation. Mais vous voyez quand même nos différents secteurs et DA avec les 4 équipes de mesures d'urgence qui sont créées avec vraiment une optique d'être les experts du contenu de ces sujets. Donc, on a notre équipe en maladies infectieuses qui est urgence sanitaire en maladies infectieuses. On a aussi prévention et contrôle des risques environnementaux. On a 2 équipes qui sont plutôt des thématiques par rapport à des milieux, donc prévention et contrôle des maladies infectieuses en milieu jeunesse et urgence sanitaire en santé au travail. Donc, avec ces 4 équipes-là, on réussit à avoir vraiment un large spectre d'expertise qui nous permettent de bien jouer notre rôle en mesure d'urgence pour la santé publique. Je vous le montre sous une autre forme. Donc, ici, un peu plus visuel, on a, comme je vous disais, le BMU, qui est la petite équipe de coordination en mesure d'urgence, avec les 4 équipes spécifiques de contenu. On se situe bien entendu dans la santé publique, là, dans la direction, qui fait partie du CIUS Centre-Sud. Comme on a un mandat régional, on travaille bien entendu avec tous les CIUS de la région, de l'île de Montréal et le reste du réseau aussi, avec nos partenaires des équipes de santé publique. Et si on recule d'un autre cercle, aussi avec tous nos partenaires de la sécurité civile, qu'on parle des pompiers, de la police, du Centre de sécurité civile de la ville de Montréal et bien d'autres. Le dernier cercle est bien sûr notre population montréalaise. Quelle est notre vision du Bureau des mesures d'urgence de la santé publique? Donc, on a une vision en 3 morceaux. La première vision touche vraiment la population montréalaise. On souhaite qu'elle développe sa résilience par sa participation active, autant à la préparation qu'à la gestion des mesures d'urgence. En deuxième temps, on veut que la ville de Montréal, dans son ensemble, se démarque par son approche aux mesures d'urgence axée sur l'équité et la solidarité, tout en considérant les forces des individus, des communautés et des partenaires. Notre troisième volet est plutôt interne, donc que toutes nos équipes à la santé publique contribuent aux interventions de mesures d'urgence avec une vision commune en travaillant dans une logique de co-responsabilité et de co-construction. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vision-là? Donc, on veut que nos équipes exercent un leadership régional pour l'île de Montréal qui est caractérisé par la confiance, la présence, la proactivité, l'écoute et l'inclusivité. Et ce, pour les 4 dimensions des mesures d'urgence, autant pour la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Le travail du BMU et des équipes thématiques que je vous ai présentées est ancré dans les meilleures pratiques et les forces de la population montréalaise et des partenaires, autant ceux internes qu'externes. Le BMU veut incarner la collaboration, l'innovation et surtout, on veut s'assurer que les interventions de santé publique sont adaptées aux besoins et aux caractéristiques de la population montréalaise. Maintenant, je vous ai parlé de notre vision et comment on s'arrange à l'interne. J'aimerais maintenant vous parler des interventions de santé publique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur ces 4 phases de la sécurité civile, soit la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement? Donc, je vais vous donner des exemples concrets pour la suite. Si on commence avec la prévention, donc, je vous donne l'exemple de la chaleur extrême. On n'a pas le pouvoir de modifier la météo, bien entendu. Donc, on ne peut pas prévenir un épisode de chaleur extrême. Par contre, on peut prévenir les impacts sur la population. Pour ce faire, on a plusieurs moyens. On peut informer la population sur les impacts à la santé et les comportements préventifs à adopter en cas de chaleur extrême. De cette façon, quand on met les comportements préventifs en place, la population va avoir moins d'impact pour la chaleur extrême qui sera ressentie. On peut aussi, d'un autre côté, soutenir les municipalités, les organismes communautaires dans le verdissement des quartiers. Comme vous savez, plus un quartier ou une rue est verte avec une grande canopée, plus la température sera réduite lors des événements de chaleur extrême. Donc, on veut réduire les îlots de chaleur. Une autre façon aussi de faire de la prévention, c'est de sensibiliser les milieux de travail, les soutenir dans l'élaboration de plans de prévention pour leurs entreprises. Maintenant, on peut parler de préparation. Donc, c'est nos 2 morceaux qui sont en amont d'une crise, mais qui sont vraiment importants. Pour la préparation, je vous donne l'exemple de la COP 15. La COP 15, c'est un événement des Nations unies pour la biodiversité qui a eu lieu en décembre 2022. Pour ce faire, c'était un événement d'ampleur qui nécessitait le travail en collaboration avec différents paliers. Comme on parlait des Nations unies, on parlait bien entendu du fédéral, du provincial, du régional et du local. À la santé publique, on a fait un plan particulier d'intervention spécifique à l'événement.
Dans ce plan-là, on avait une structure de mobilisation du personnel pour s'assurer qu'on avait des gens qui étaient prêts à répondre si jamais il y avait une crise durant l'événement. On a même fait des simulations pour tester cette nouvelle structure de mobilisation. Il y a tout un volet au niveau des outils. Donc, on a fait des aides-mémoires, des algorithmes. On a centralisé tous ces outils-là dans un canal Teams pour que ça soit facile d'accès, agile, quand on a besoin, si jamais il y avait une situation qui se déclarait. Il y a tout un volet au niveau de la coordination avec les partenaires. Donc, comme on a dit, il y avait plusieurs paliers d'impliqués. Ça implique donc beaucoup de rencontres pour s'assurer qu'on était bien arrimé pour avoir une bonne préparation à l'événement. Tout un volet d'analyse du risque, après ça, de choix des différentes actions à prendre pour bien se préparer. Le dernier volet pour la santé publique, c'est l'expertise conseil. Donc, durant les préparations, certains partenaires avaient des questions concernant la santé publique ou la santé au travail. Et donc, nous avons répondu et en offrant un support ou une expertise conseil à ces partenaires. On peut donner l'exemple du choix des EPI, des équipements de protection individuelle, par exemple dans le contexte d'une décontamination suite à un événement terroriste. On peut aussi parler des antidotes ou de différents sujets qui ont été traités où on a pu fournir une expertise conseil aux partenaires. Heureusement, à la COP 15, on n'a pas eu d'événements marquants, donc on est vraiment resté en stade de préparation. Par contre, parfois, on a moins de chance et on doit aller en intervention. Donc, c'est probablement la phase des mesures d'urgence que vous connaissez le mieux. C'est la phase qui est plus médiatique, qu'on va en entendre beaucoup plus parler. Aujourd'hui, je vous parle de la Mpox ou la variole simienne, des éclosions de 2022. Donc, quand on a une éclosion de maladies infectieuses, la santé publique a plusieurs rôles. Premièrement, le rôle d'enquête épidémiologique des cas et de leurs contacts. Le but, là, c'est de vraiment comprendre ce qui se passe et d'essayer de réduire la propagation du virus ou de la maladie. Ensuite, il y a tout le volet un peu plus technique qui est la saisie des déclarations et des résultats de laboratoire. On parle aussi de vigie, de surveillance. Donc, on veut s'assurer qu'on comprend bien l'état de la situation, qu'on suit l'évolution, qu'on suit aussi l'évolution en dehors de l'île pour être prêt à réagir et voir ce qui se fait ailleurs. On parle aussi d'un volet d'information à la population et au réseau de la santé et des services sociaux. Donc, on a fait des conférences de presse, on a fait des appels à la vigilance dans le réseau. On a aussi une page d'information sur Santé Montréal qui a été mise à jour régulièrement, autant pour les professionnels que pour la population. Le but, c'est d'avoir un espace où on a des données probantes et les meilleures données qu'on peut transmettre à la population. Bien entendu, quand on parle de mesures d'urgence, on parle de partenaires. Donc, il y a toujours un volet de collaboration et de liaison avec les différents partenaires, que ce soit au fédéral, au provincial ou même au municipal. Donc, on a tout un élément pour bien comprendre les situations et s'assurer d'avoir une intervention qui est concertée avec nos différents partenaires. Maintenant, après l'intervention, on tombe en rétablissement. Le rétablissement, c'est souvent la partie qui est la moins populaire ou du moins après l'épuisement face à l'intervention qui est plus difficile à mettre en place, qui est souvent parfois oubliée. Donc aujourd'hui, je vous parle du rétablissement de la COVID-19 que vous avez tous vécu. Donc en santé publique, qu'est-ce qu'on a fait avec le rétablissement? On a financé des projets pour l'atténuation des impacts de la pandémie sur les populations qui étaient plus vulnérables à cette maladie, par des actions sur des déterminants qui ont été ciblés, donc l'alimentation, le logement, l'aménagement. Donc, c'est une façon d'essayer de rendre la population, de faciliter le rétablissement de la population. On a aussi un autre volet en santé publique qui est toute la reprise de nos activités qui ont dû être cessées ou réduites pendant la pandémie. Comme vous savez, ça s'est probablement passé dans vos organisations, à vous aussi. Il y a eu du délestage, des arrêts d'activités durant la pandémie pour se concentrer sur l'urgence. Malheureusement, ces arrêts-là ont des impacts. On peut parler de calendriers de vaccination qui ont pris du retard. On peut parler aussi de liens partenariaux qui ont été plus difficiles ou même cessés durant la pandémie. Alors, en rétablissement, on doit reprendre ces liens-là, on doit reprendre le travail qui a été mis de côté pour s'assurer qu'on retourne à l'état, si je peux dire, normal. Si on termine notre établissement, dans nos 4 phases, il y a quelque chose qui revient et c'est l'amélioration continue. Et donc, même si on est en préparation et on ne va pas en intervention, c'est important de faire un retour sur notre préparation, un retour sur les activités de prévention ou même un retour sur nos activités de rétablissement pour s'assurer qu'on peut faire de l'amélioration continue et qu'on réagisse mieux la prochaine fois qu'une situation survient. Et donc, on va faire soit un débriefing à chaud, un débriefing à froid, ou même certaines petites activités à l'interne ou même avec des partenaires externes qui vont nous permettre d'analyser la situation, d'analyser nos actions et mettre en place un plan d'action avec des actions concrètes afin de s'améliorer. Il y a toujours des mesures d'urgence, malheureusement, donc il faut être prêt pour la prochaine. Et de ce fait, on est prêt sur les 4 phases
vous a présenté en mesures d'urgence, autant pour la prévention, préparation, intervention et rétablissement, dans une optique d'amélioration continue. Donc, pour la suite, je vous laisse avec Urgence Santé pour leur présenter leur volet. Merci. Bonjour, mon nom est Luc Landry, je suis conseiller aux mesures d'urgence pour l'Organisation d'urgence santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter le volet préhospitalier d'urgence de la mission santé. Alors, Urgence Santé est une société d'État, donc c'est l'unique organisation publique de services paramédicaux d'urgence au Québec. On ne relève pas directement d'un CIS ou d'un CIUS, on est vraiment relevé directement à partir du ministère. Notre territoire qui est desservi pour le préhospitalier et la région de Montréal et de Laval. Et on est donc responsable de la gouvernance du préhospitalier, de la gestion du centre de communication santé et de la gestion des opérations ambulancières. On dispose de 3 centres opérationnels, un situé à l'est, tout près de notre quartier général, un situé également au nord, dans Laval, et sur le territoire du côté ouest, à Montréal. Urgence Santé, c'est 40 de l'ensemble des demandes de services ambulanciers au Québec. Donc, c'est le plus grand service au Canada. On a une volume moyenne de 1000 appels par jour, 750 interventions et environ 500 transports. Donc, les interventions, c'est lorsqu'on se déplace au chevet du patient et les transports, c'est lorsqu'on les transporte vers une installation de santé. Vous voyez également sur la présentation ici le volume qui a été enregistré à l'année dernière, 2023-2024, au bas de la page. L'organisation dispose d'environ 1600 employés, dont plus de 1000 paramédics et plus de 100 répartiteurs médicaux d'urgence. En bref, les équipes spécialisées, chez Urgence Santé, on dispose de plusieurs équipes spécialisées étant donné la grandeur de notre organisation et le besoin sur le territoire. Donc, plusieurs équipes existent et ont une spécialisation particulière. Quelques exemples ici, le groupe d'intervention médicale tactique, les paramédics en soins avancés, l'unité de soutien opérationnel, l'unité de réponse à la communauté, des unités qui sont basées permanents au métro, dans les unités aéroportuaires, donc à l'aéroport de Montréal, des paramédics de régulation également, qui tentent à réduire le nombre d'interventions et de transports en faisant une appréciation de la condition clinique au départ chez les patients pour les rediriger par la suite vers des installations auxiliaires qui ne viendront pas saturer les centres hospitaliers et l'unité de soutien clinique également. On a des mandats provinciaux également, donc via certaines équipes spécialisées, on fait des mandats qui sont à l'extérieur des régions administratives de Montréal et Laval, notamment au soutien au corps policier. Également certaines interventions avec les paramédics de soins avancés ou l'équipe de réponse à la communauté. Au niveau du volet préhospitalier, en fait, dans la mission santé, notre rôle consiste à assurer la prise d'appel médicale urgente et en faire l'évaluation, la priorité. On doit se rendre rapidement aux patients, bien évidemment. On va faire l'évaluation et le triage des patients, que ce soit dans une situation avec un patient ou avec patients multiples. On va administrer les soins d'urgence, répartir les patients entre les centres hospitaliers, transporter les patients vers les centres hospitaliers désignés, fournir l'information concernant le nombre et l'état des patients aux partenaires concernés et assurer la continuité de ces opérations et la protection de l'organisation d'urgence santé. Au niveau de la gestion des urgences, Urgence Santé fonctionne comme les autres organisations au sein de la mission santé. Donc, on utilise le processus de gestion de risque pour faire de l'analyse et puis bien se préparer à des risques qui pourraient venir porter là, une atteinte ou un bris de service au service préhospitalier d'urgence santé. On utilise également les 4 dimensions du traitement des risques du gouvernement fédéral, ou du moins le plan stratégique de gestion des urgences, qui est le même, soit dit en passant, que le profil québécois là, des piliers de la sécurité civile, donc la prévention, la préparation, l'intervention ainsi que le rétablissement. Donc, on va commencer par prédire les risques qui pourraient survenir sur notre territoire. On va tenter de les prévenir en mettant en place certains mécanismes pour réduire ces risques-là. S'ils sont inévitables, on va se préparer à en faire face, donc dans les plans de mesures d'urgence, dans différents plans de réponse pour être prêt lorsque les risques se matérialisent. On va intervenir lorsqu'on doit le faire si le risque se matérialise et par la suite, on utilise le fameux rétablissement, entre autres pour apprendre des leçons apprises, faire de l'amélioration continue par la suite. Et ce que vous voyez à droite également au niveau de la structure des plans de mesures d'urgence, en fait, afin de mieux faire comprendre et mieux élaborer nos plans, on a divisé en 4 axes les différents types de plans qui existent chez Urgence Santé au niveau de notre organisation, notamment pour les mesures d'urgence. Donc, on a un pôle de continuité d'activité, on a un pôle de mesures d'urgence, un pôle de sécurité interne
et un pôle d'intervention. En fait, les noms sont assez révélateurs. Le premier, c'est le pôle de continuité. Donc, tout ce qui est activité, de continuité des affaires, continuité des activités se retrouve au sein de ce pôle-là, notamment comment on se prémunit d'une situation où on perd un centre opérationnel ou si on perd, par exemple, l'accès à un de nos sites. Donc, comment on doit se comporter. Le pôle de mesures d'urgence, c'est le fameux pôle de toutes les situations d'aléas. Donc, on doit faire face, par exemple, les inondations, toute forme d'aléas qui pourraient venir sur le territoire et qui vont causer des enjeux d'offre et demande au niveau préhospitalière. Le pôle de sécurité interne est beaucoup plus au niveau de la notion interne de sécurité à l'interne de l'organisation, tireur actif, déversement de matières dangereuses. Donc, comment on se prémunit de notre sécurité, autant au niveau des installations ici que de nos employés. Et le pôle d'intervention regroupe l'ensemble des différents documents d'intervention pour une réponse sur le territoire. Donc, on parle notamment de nos protocoles, nos procédures qui sont beaucoup plus en lien avec l'intervention paramédicale sur le terrain. Le service des mesures d'urgence dont je fais partie est composé de plusieurs personnes. On a un commandant, un superviseur, 2 conseillers en mesures d'urgence, 4 spécialistes en planification opérationnelle et une secrétaire. Les mandats de notre service, c'est d'animer, coordonner le programme de mesures d'urgence, de planifier les déploiements lors des événements majeurs, de mitiger les effets des grands travaux, des grands chantiers ou des grands événements qui pourraient survenir sur notre territoire, autant au niveau de la préparation, de la prévention qu'au niveau de l'intervention et du rétablissement. On va également émettre des avis concernant les projets affectant les opérations, différents projets internes ou externes, et on va préparer urgence santé aux incidents majeurs et aux sinistres. Donc, tout événement impromptu majeur qui pourrait survenir sur le territoire qui viendra augmenter de façon considérable le volume dans une courte période de temps. Donc, ce qui implique une connaissance fine de nos risques, des plans, des formations, on fait également toute une panoplie d'exercices, de simulations et d'arrimage avec les partenaires externes. Il y a une structure de commandement au sein d'Urgence Santé qui se décline en plusieurs façons de travailler. On a le Centre de communication santé, le CCS. C'est le centre qui reçoit les appels du moment qu'on a besoin d'une intervention préhospitalière. Donc, c'est un centre ouvert 24 sur 24 qui reçoit les appels au niveau du 911 de Laval et Montréal et qui sont retransférés vers notre centre de communication santé du moment qu'on a une situation qui touche l'état d'un patient ou la santé d'une personne et qui nécessite une intervention préhospitalière. On a également des superviseurs sur le terrain qui relèvent de notre gestion des effectifs chez Urgence Santé et qui doit faire une vigie du territoire au niveau des opérations, une prise en charge des événements, donc tout le suivi fonctionnel de l'organisation sur le terrain, c'est au niveau des superviseurs qu'on le travaille. Et on a le centre de gestion des opérations également qui travaille des connivences avec les superviseurs pour faire une vigie à distance de l'entièreté des opérations, suivi du déplacement des véhicules, de l'optimisation également de notre réponse sur le terrain et qui va également faire la prise en charge des événements majeurs et du commandement des effectifs sur le terrain à distance. Donc, c'est un centre décisionnel qui est ouvert 24 sur 24. On a également notre service de mesures d'urgence qui offre une garde dont l'objectif est de venir soutenir le Centre de gestion des opérations, le CGO, et advenant qu'on a une situation qui dépasse les capacités normales de l'organisation d'urgence santé, le CGO va demander une passation du leadership au service de mesures d'urgence, notamment par le biais de la structure de mesures d'urgence que vous allez voir un petit peu plus tard. On a également un directeur de garde qui est disponible pour venir soutenir les opérations, prendre des décisions qui nécessitent du moins des prises de décision beaucoup plus élevées dans l'organisation, notamment lorsque le CGO va contacter ce directeur-là pour des décisions rapides. On a également le Centre de coordination d'événements, le CCE, et le Centre de coordination corporatif, le CCC. Ces 2 centres de coordination-là vont être présentés un petit peu plus loin au niveau de la structure de mesures d'urgence. La voici. Donc, la structure de mesures d'urgence, comme je disais précédemment, est une structure parallèle à l'organisation. C'est une structure hiérarchique qui a préséance sur la structure organisationnelle régulière de l'organisation. Elle est enclenchée lorsque les capacités de réponse régulière de l'organisation sont dépassées et on doit se doter d'une structure de réponse sur cet événement impromptu-là ou qui pourrait être planifié, mais qui nécessite vraiment une stratégie de
prise de décision dans un autre mode que celui organisationnel régulier. Ce que vous voyez en couleur, ce sont les ramifications décisionnelles. Donc, vous avez le responsable au sommet qui va être le responsable de l'événement en cours. Il y a des équipes de soutien qui sont juste en dessous. Donc, autant la liaison partenaire, la communication, les affaires corporatives que la sécurité et la régulation viennent soutenir le responsable de l'événement. Et on a par la suite des différentes sections. Donc, on a 5 sections. La section des opérations, de la planification, de la logistique, des finances et administration, ainsi que des soins. Donc, il va y avoir une personne responsable de chacune de ces sections-là et qui va guider ou du moins soutenir les différentes unités qui se retrouvent en dessous, qui vont servir à pouvoir appuyer l'événement avec une expertise. Donc, si vous regardez par exemple sous les opérations, on a différents rôles qui sont joués sous la section des opérations et qui vont venir s'activer ou rester désactivés en fonction des besoins de l'événement en cours. Donc, la structure ne sera pas toujours activée au niveau de ce que vous voyez à l'écran. On va simplement activer les sections requises et également les unités sous ces sections-là pour déterminer quelle est la réponse adéquate à un événement. Au niveau des centres de coordination, comme vous le savez, au niveau de la mission santé, il y a plusieurs centres de coordination qui peuvent s'ouvrir lors d'un sinistre ou d'un événement majeur. Évidemment, Urgence Santé y participe au niveau préhospitalier pour Montréal et Laval. On a des exemples ici. Donc, sur un site de sinistre, il peut y avoir un commandement santé, donc un poste de commandement santé qui se trouverait tout près d'un poste de commandement unifié ou d'un poste de commandement avancé sur le site, ce qui est en leadership normalement d'Urgence Santé. Vous avez aussi là, le véhicule dont on dispose pour faire le commandement, donc notre poste de commandement mobile qui se retrouve en photo sur cet écran-là. On a également le centre d'opération d'urgence sur le site, le fameux COUS que vous connaissez fort probablement ou non. C'est un site d'opération qui contient l'ensemble des partenaires intervenants sur le terrain. Ce site-là se retrouve directement à tout près de l'événement. Donc, et c'est en opération pour faire un leadership plus tactique concernant le sinistre ou l'événement majeur. Il y a également au niveau municipal, donc des centres de coordination de mesures d'urgence. On en a un à Laval et à Montréal. Ces centres-là appartiennent aux autorités de sécurité civile municipale des villes de Laval et Montréal. Et lors de son activation, le service de mesures d'urgence ou les agents de liaison qui sont nommés chez Urgence Santé vont se déplacer et vont représenter Urgence Santé dans ces centres-là. Au niveau hors site, il y en a plusieurs autres également, là, des exemples ici, le Comité aviseur antiterroriste de Montréal, le CAM. On a les fameuses missions santé qu'on vous présente. Donc, vous avez des exemples ici que vous connaissez qui sont présentés par mes collègues. On a la mission santé de Laval également, donc qui compose le CIS de Laval, la direction régionale de santé publique ainsi que Urgence Santé. Au niveau régional, il y a le centre de le CRCG, donc le Centre régional de coordination gouvernementale, qui appartient au niveau de l'ORSC, donc au niveau de la sécurité civile régionale de Montréal et Laval. Et on a également à l'interne chez nous, comme on a mentionné, le Centre de gestion des opérations, Centre de coordination d'événements CCE et CCC. La seule différence, c'est que le CCE est une centre de coordination qui appartient à la structure que vous avez vue précédemment. Donc, si on est en structure de coordination plus tactique, on va ouvrir une salle et on va mettre les gens nommés que je vous avais présentés tout à l'heure, les 5 sections au niveau du centre de coordination d'événements CCE. Advenant qu'on aurait besoin d'avoir une structure de coordination plus élevée au niveau corporatif, plus organisationnel, plus stratégique. On va ouvrir le centre de coordination corporatif. C'est souvent notre PDG qui va siéger comme responsable d'événements et cette structure-là va rouler en même temps, de façon parallèle au CCE. Donc, on a souvent le CCE et le CCC qui s'activent en même temps si on a un événement ou un sinistre majeur qui nécessite une réponse complète de l'organisation, notamment une réponse ministérielle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, nous fera plaisir chez Urgence Santé de prendre le temps de vous expliquer le tout. Je vous souhaite une excellente journée et un bon parcours de cette formation. Merci, Luc. Mon nom est Marie-Josée Thibert et je suis conseillère en communication pour le service des communications et du marketing du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Je vous présente le volet communication de la mission santé. Alors, on a au sein de l'équipe du service des communications et du marketing du CIUS du Centre-Sud une expertise régionale en communication mesures d'urgence. L'équipe, elle est composée d'une conseillère en communication dédiée aux mesures d'urgence et d'une équipe de garde, donc 24/7, 365 jours par année.
Notre service est en lien, bien sûr, à l'année avec les responsables des communications de l'ensemble des établissements du réseau montréalais, notamment par la table régionale des responsables des communications montréalais. Ces responsables de com sont, eux, en lien avec leur coordonnateur local, mesures d'urgence, sécurité civile. Avant de parler davantage de la coordination des communications, quelques mots sur ce que c'est la communication en mesure d'urgence. Mais en fait, ça fait vraiment partie intégrante de chaque volet de la mission santé. Vous l'avez vu, c'est transversal. Donc, ça vient appuyer les protocoles et les mécanismes de mesure d'urgence sans les remplacer. C'est au centre de toutes les situations de mesure d'urgence, donc au cœur, la circulation de l'information, elle est au cœur de toute situation évolutive comme celle-là. La préparation est donc ultra importante pour laisser le moins de place possible à l'improvisation lorsqu'un événement survient. Alors, la mobilisation des équipes de communication du réseau et des partenaires va permettre de coordonner toutes les actions de communication à déployer et, c'est le mot à retenir, assurer une cohérence dans la diffusion des messages, particulièrement quand on parle des messages à la population montréalaise. Il y a différents principes directeurs qui viennent soutenir la communication en mesure d'urgence. Alors, je vous les nomme rapidement. Ils sont détaillés dans nos guides de référence, mais pour l'exercice, je vous les nomme en rafale. Donc, la transparence, c'est bien sûr une attente de la population envers toute institution publique. La rapidité avec laquelle on va se positionner sur les plateformes, qu'on va se positionner comme source crédible, source officielle de l'information. Donc, très important à la vitesse à laquelle l'information circule, de se positionner rapidement. Simplicité et pertinence, fiabilité, donc très important d'appliquer les principes de littératie, d'être clair, concis et de partager de l'information fiable, donc vérifiée. La cohérence et la coordination, ça revient souvent, mais on est de nombreux établissements dans le réseau montréalais, une grande population, un grand territoire, plusieurs partenaires de sécurité civile. Donc, important de se coordonner pour assurer une cohérence des informations qui vont circuler auprès de publics communs. Confidentialité, on est habitué de protéger les renseignements personnels. Dans le réseau de la santé, c'est la même chose en mesure d'urgence. Et on aurait pu débuter par la compassion, mais on termine par ce principe important. Derrière chaque situation d'urgence, il y a des humains, il y a des émotions. Et donc, c'est important de communiquer toujours avec empathie. Le processus de communication régionale. Donc, comment on s'arrime au niveau des communications dans le réseau? Alors, un événement d'envergure survient. C'est vraiment la coordination régionale mesures d'urgence, sécurité civile, accès réseau qui va émettre une alerte par la valise de garde régionale pour aller mobiliser les troupes, donc mobiliser les responsables mesures d'urgence locales et les partenaires de sécurité civile concernés. Et donc, va organiser une première rencontre à laquelle la personne de garde aux communications sur Centre-Sud va assister pour ensuite communiquer avec les personnes de garde aux autres établissements, donc au service des communications. Et donc, il y a un cycle de communication, de rencontre qui va débuter, si nécessaire, avec les responsables des coms, de la même façon que la coordination régionale va organiser des rencontres avec les responsables des mesures d'urgence locales. Donc, évidemment, après la première rencontre, il y a deux options possibles selon l'envergure de l'événement. C'est possible que chaque établissement gère ses communications et assure évidemment le lien avec le palier régional et les liens internes qui s'imposent. Tout ça est décidé là, lors de la première rencontre, mais c'est possible aussi, selon l'envergure, si par exemple il y a un transport massif de blessés, qui est vraiment un cycle qui débute et que la coordination régionale des communications soit assurée par le service des communications marketing du CIUS Centre-Sud. Cela pour assurer la cohérence, mais aussi pour dégager les établissements du volet régional parce qu'eux ont à se concentrer sur toutes sortes d'impacts dans leur établissement. Donc, ça vient assurer une cohérence, mais aussi alléger le travail des services des communications des différents établissements de santé.
Alors, au niveau des rôles et responsabilités, j'en ai parlé brièvement. La coordination régionale mesures d'urgence va émettre la première communication, coordonner des rencontres avec les établissements et les partenaires. Et donc, notre responsable de garde au service des communications du CIUS Centre-Sud va être présente pour le volet coordination des communications régionales, va participer à cette rencontre, va mettre en place un cycle de rencontres avec les coms du réseau et assurer un lien régulier avec les communications des partenaires de sécurité civile et les partenaires de communication provinciaux également. Du côté de la DRSP, bien sûr, vous l'avez vu, santé publique, c'est un volet de la mission santé. C'est également une direction régionale sous le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, notre service des communications soutient à l'année cette direction et donc soutiendrait en mesure d'urgence la préparation d'un message clé en lien avec la santé publique. Les responsables des communications des établissements impliqués, bien évidemment, assistent à la rencontre organisée par le service des communications du CIUS Centre-Sud pour suivre l'évolution des communications régionales et vont en parallèle gérer la communication locale, donc les impacts possibles sur leur établissement, sur la population de leur territoire ou à l'interne. Et tout ça va être coordonné et ils vont tenir au courant là, le palier régional parce qu'évidemment, c'est bidirectionnel. Donc, autant du côté régional, on peut fournir de l'information à diffuser, relayée par les établissements, bien, autant il y a des initiatives locales qui peuvent être relayées au régional selon la pertinence. Donc, pour la population montréalaise au complet. Au niveau du MES, les responsables des communications provinciaux vont gérer les relations intergouvernementales, interministérielles, les liens avec les cabinets politiques et peuvent soutenir donc le service des communications du CIUS Centre-Sud pour le volet régional aux besoins. Par exemple, pourrait venir en renfort aider au niveau des relations médias selon évidemment l'envergure. Et finalement, les responsables des communications des partenaires, et ça inclut Urgence Santé, vont gérer les communications relatives à leur secteur d'activité, mais maintenir tout au long de l'événement un lien de communication avec les coms du CIUS du Centre-Sud et les partenaires pour les informer eux aussi de leurs actions de communication. Donc, vont assurer le relais des informations régionales sur leur plateforme, mais pourraient aussi demander aux établissements de relayer leurs messages. Donc, c'est vraiment ici qu'on va se coordonner puis assurer que les messages circulent en toute cohérence, en toute complémentarité. La communication publique coordonnée, je ne vous l'apprends pas, hein, c'est important, oui, pour la cohérence, mais parce que les médias, la population, les employés, les patients, leurs familles veulent avoir accès à de l'information pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pour orienter leurs décisions. Donc, s'il y a absence de communication, s'il y a perte de contrôle au niveau de l'information, s'il y a un manque de coordination, de cohérence, bien, on peut rapidement, malheureusement, accentuer l'ampleur d'une situation d'urgence et on peut se ramasser en gestion de crise. Donc, c'est évidemment important, avantageux de communiquer de façon conjointe et concertée et d'arrimer nos stratégies pour assurer une cohérence, une uniformité des messages qui sont véhiculés auprès des publics concernés, dans ce cas-ci, principalement notre population montréalaise. Petit mot pour dire que dans un contexte de mesures d'urgence majeures faisant des blessés ou des disparus, c'est le SPVM qui serait responsable de la mise en place d'une ligne téléphonique pour les personnes à la recherche d'un proche. Évidemment, comme établissement du réseau, on serait invité à relayer l'information sur nos plateformes, information ultra importante. Et il pourrait arriver dans un contexte d'urgence de grande envergure que des actions citoyennes soient mises en place et selon les conversations qu'on aurait lors des cycles de coordination, pourraient être diffusées en complément là, à cette bannière du SPVM. Donc, évidemment, c'est à valider avec le partenaire avant, mais c'est possible dans ce type d'événement majeur que des actions citoyennes se mettent en place et il ne faut pas perdre de vue qu'elles peuvent être complémentaires aux actions des partenaires de sécurité civile. Nos principaux moyens de communication en mesure d'urgence, bien, on en a différents, mais les principaux pour rejoindre la population, ce sont les relations médias traditionnelles. Donc, à Montréal, on a de très fortes relations médias régionales.
Donc, évidemment, on pourra, lors des cycles de coordination, des responsables de communication confirmer qui sont les porte-paroles, les messages clés, on le disait. Mais nos moyens, donc relations médias traditionnelles pour passer de l'information valide, vérifiée et avoir une excellente portée. Donc, on pourrait avoir plusieurs porte-paroles pour gérer ça. Et évidemment, le web, les médias sociaux qui nous permettent, autant au niveau régional qu'au niveau local, de faire des mises à jour selon l'évolution de la situation. Donc, et ça nous permet d'avoir un lien beaucoup plus direct avec la population. C'est une conversation sur les médias sociaux qui peut nous permettre aussi de prendre le pouls, de contrer la désinformation, etc. Tous ces moyens-là sont convenus, coordonnés par le service des communications du marketing du CIUS Centre-Sud dans le cadre des rencontres avec les établissements et les partenaires. On s'assure bien sûr de rediriger toujours vers les sites officiels, c'est-à-dire nos plateformes locales, régionales, provinciales. On s'assure de vulgariser, d'illustrer, de simplifier. Donc, l'importance, encore une fois, non seulement de communiquer, mais surtout d'être compris. On ajuste en continu parce que qui dit situation d'urgence dit situation évolutive. Donc, on veut s'assurer d'être à jour et vraiment cohérent avec ce qui se passe sur le terrain. Et finalement, je termine avec un petit conseil général. On veut absolument informer en mesure d'urgence et on ne veut pas rassurer. Le danger à vouloir rassurer la population, c'est de diffuser des messages qui vont être vides. Donc, par exemple, tout est sous contrôle, la situation est réglée. Il faut d'abord plutôt mettre de l'avant qu'est-ce qui est mis en place comme mesure sur le terrain, quelles sont les informations importantes pour la population concernée, pour éviter des messages vides de sens. Donc, retenir toujours qu'on informe les adultes et qu'on rassure les enfants. Je le disais, plus on est préparé, moins on fait de l'improvisation lorsqu'un événement survient. Alors, des plans de communication, des fiches sont produites pour se préparer aux situations d'urgence qui présentent un risque élevé d'occurrence. Donc, on le sait avec, entre autres, tous les événements climatiques qu'on vit, ça se rapproche. Donc, c'est important que nos plans soient mis à jour en continu. Alors, on a différents plans de com régionaux avec les déclinaisons locales sur différentes thématiques comme chaleur accablante, inondation, pollution de l'air, contamination, pénurie d'eau potable, pandémie, urgence hivernale. Donc, ça va de verglas à tempête exceptionnelle aux différentes pannes, prévention monoxyde de carbone, etc. Donc, tous ces plans-là sont mis à jour en continu. Pour terminer et pour résumer, donc, la communication régionale au Montréalais, c'est une affaire partagée entre le CIUS Centre-Sud, l'ensemble des établissements du réseau et les partenaires de sécurité civile qui collaborent afin de déployer les moyens et les ressources nécessaires à une communication régionale cohérente. La communication est au cœur de toutes les situations d'urgence et s'appuie sur des protocoles définis mis à jour régulièrement. Et notre garde des communications du CIUS Centre-Sud soutient la coordination régionale mesures d'urgence, sécurité civile, accès réseau et la direction régionale de santé publique du CIUS Centre-Sud, en plus d'occuper un rôle de coordination des communications régionales avec le réseau lors de situations de mesures d'urgence. Merci. Dans cette partie, nous allons traiter d'un exemple de réalité opérationnelle à travers l'exemple du verglas survenu en avril 2023. En avril 2023, la mission Santé a déployé divers mécanismes pour faire face à la situation de verglas. Un cycle de coordination a été fait avec la mission Santé, soit la coordination régionale, la direction régionale de santé publique, Urgence Santé et les communications régionales. Il y a eu également un cycle de coordination avec le réseau de la santé via les coordonnateurs mesures d'urgence et sécurité civile. L'objectif était d'avoir un suivi en temps réel des installations en panne du réseau via les coordonnateurs mesures d'urgence. La coordination régionale était en lien avec l'organisation régionale de sécurité civile et l'équipe de sécurité civile du ministère de la Santé et des Services sociaux pour établir la priorisation du retour de l'électricité pour les installations du réseau. Il y eut l'envoi par le CCMU de la ville de Montréal de nombreuses équipes du CIM dans les installations du réseau pour évaluer les enjeux si des évacuations étaient requises et les plans de mitigation pour éviter d'évacuer des clientèles vulnérables du réseau, par exemple via l'installation de génératrices d'appoint. Des enjeux sont survenus comme le possible manque de gasoline pour l'alimentation des génératrices des installations du réseau,
avec des enjeux de livraison dans les délais prescrits, ce qui peut avoir de grandes conséquences pour les clientèles vulnérables du réseau. Un plan de contingence provincial a été mis en place pour le recours à la salle hyperbare de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les personnes intoxiquées au monoxyde de carbone et d'assurer une entraide entre les régions avec l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Au niveau de la mission santé, pour le volet préhospitalier d'urgence et réception des personnes sinistrées, de nombreux enjeux ont été vécus. Pour les centres hospitaliers, il y a eu un impact majeur sur l'offre de services car plusieurs d'entre eux étaient privés de courant. Certains services, comme l'imagerie médicale, les ascenseurs, l'alimentation et la stérilisation, n'étaient pas toujours fonctionnels, même avec une génératrice. Il y a eu beaucoup d'impact sur les CHSLD et les ressources d'hébergement, par exemple sur l'offre alimentaire, l'éclairage d'urgence uniquement ou le chauffage non fonctionnel. Il y a aussi eu des enjeux techniques à recevoir des transports ambulanciers dans les salles d'urgence en raison d'un fort achalandage. Certaines cliniques médicales étaient fermées et cela a pu générer une pression sur les centres hospitaliers, donc des taux d'occupation élevés dans les salles d'urgence et également l'utilisation intensive de la salle hyperbare de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Si on poursuit avec le volet soins et services aux personnes sinistrées, toujours au niveau de la mission santé lors du verglas, il y a eu le déploiement d'équipes de santé de première ligne et d'équipes psychosociales dans les sites d'hébergement d'urgence qui ont été ouverts par la ville de Montréal afin d'accueillir de façon sécuritaire les personnes sinistrées. Il y a eu la mobilisation d'équipes cliniques pour soutenir les personnes vulnérables à domicile via le rehaussement de l'offre de soins des équipes de soins à domicile des CIUS. Comme mentionné un peu plus tôt, il y a eu des enjeux de plage horaire pour les cliniques médicales et des enjeux pour les citoyens sous oxygène à domicile et qui ont eu des appareils fonctionnant à l'électricité. Donc maintenant, je vais vous parler des actions de la santé publique durant le verglas. Donc, premièrement, quel est le risque à la santé durant le verglas? Le risque principal est relié aux intoxications de monoxyde de carbone. Comment ça se passe une intoxication? C'est quand on utilise, par exemple, un chauffage d'appoint, une génératrice ou un barbecue à l'intérieur. Il y a un gaz qui se dégage. C'est un gaz qui est incolore, inodore, donc vraiment difficile à repérer et qui peut amener des symptômes allant du mal de tête jusqu'à même un décès. Donc, c'est très important d'éviter absolument l'utilisation de ces éléments-là de chauffage d'appoint à l'intérieur, même si on a froid et qu'il y a une panne électrique. Donc, durant le verglas, on a eu plus de 200 signalements d'intoxication au CO sur l'île de Montréal. Une première action qu'on fait dans ce temps-là, c'est la vigie. Donc, on va surveiller ce qui se passe, on va analyser aussi les signalements et on va suivre l'évolution de la situation pour mettre en place les bonnes actions pour protéger la population. Donc, la protection, comment on protège la population? Durant le verglas, on a traduit nos messages en plusieurs langues très rapidement pour s'assurer qu'on soit capable de communiquer avec la population qui parle peut-être pas français ou anglais, les bases des messages pour lesquels on utilise habituellement. Donc, le but, c'est vraiment de toucher le plus de populations possible pour faire réduire les intoxications au monoxyde de carbone. On a bien sûr été dans les médias de façon accrue pour essayer de passer aussi nos messages de cette façon-là. On a aussi un lien avec les partenaires à ce moment-là pour diffuser nos messages de différentes façons, soit avec le porte-à-porte ou avec l'envoi de messages automatisés à la population. Maintenant, même si on essaye par tous les moyens de protéger la population, malheureusement, comme je vous disais, on a eu plus de 200 signalements qu'on doit enquêter. Ça fait partie des tâches de la santé publique. Une enquête, qu'est-ce que c'est? Donc, la première étape, c'est de s'assurer que la source est contrôlée. On veut s'assurer qu'il n'y a personne d'autre qui est en danger ou qui est encore exposé à la source de CO. Puis, on va recenser et faire le suivi de tous les signalements qu'on reçoit. Quand on appelle pour faire notre enquête, on va donner des conseils de prévention à la personne. Donc, on veut s'assurer que la situation ne se reproduise pas. Il y a une autre partie qui est le suivi post-exposition. Donc, 4 à 6 semaines après, on doit s'assurer qu'il y a un suivi médical pour détecter le phénomène du syndrome neurologique retardé. Et finalement, on va avoir une enquête épidémiologique. Donc, on va regarder toutes nos données et on va les analyser pour voir s'il y a certaines conclusions qui nous permettraient de nous améliorer, d'adapter nos messages ou nos actions de santé publique. Le dernier volet de nos actions durant cette fin de semaine du verglas, c'était au niveau de l'expertise. Donc, on a produit des cartographies
où on mettait nos signalements sur la carte en plus des pannes électriques afin de cibler les bons quartiers pour les porte-à-porte. Comme vous savez, c'est très difficile d'aller cogner à toutes les portes sur l'île de Montréal. Et donc, nous devons cibler les bons quartiers pour avoir une action qui sera utile et efficace. Pour ce faire, en faisant une cartographie, il est facile et visuel d'aller cibler les bons endroits pour pouvoir essayer de donner de l'information directement à la population et même peut-être de sauver des vies en interceptant là, des barbecues ou d'autres éléments chauffants là, dans les logements. Donc, voici ce qu'on a fait durant la fin de semaine du verglas. Je vais maintenant vous présenter la réalité opérationnelle d'Urgence Santé, ce qui a trait à cet événement de verglas-là. On va décliner la discussion en deux différentes sections. Donc, tout d'abord, quelles sont les répercussions au niveau de l'organisation à l'interne et quelles sont également les répercussions dans la chaîne préhospitalière, notamment au niveau des centres hospitaliers. Donc, pour Urgence Santé, au niveau organisationnel, toute la surveillance des installations devrait être très requise. Donc, tous nos contingences, que ce soit contingences électriques, contingences au niveau des systèmes informatiques, ce sont des choses qui doivent être validées en temps réel, qui peuvent avoir des impacts que le verglas va venir générer, des enjeux de télécommunication dans certains secteurs également qui pourraient appartenir non pas à Urgence Santé, mais à des tours de communication appartenant à des partenaires de télécommunication, notamment toutes les cellulaires, les zones couvertes par ces antennes de cellulaires-là pourraient être en problème et ça vient jouer directement là, sur nos systèmes de communication avec les véhicules sur le territoire. Des délais en lien avec le temps de déplacement, bien évidemment, hein, qui dit glace, qui dit verglas, dit route, qui vont être bloquées. Certaines vont être tout simplement barrées et donc on doit réajuster la logistique de déplacement de notre flotte d'ambulances. On en a plus de 150 sur le territoire en temps réel. Le nombreux détournements d'ambulances en raison des salles d'urgence en panne également. Évidemment, il y a certains enjeux au niveau du centre hospitalier qui nécessitent qu'on doit détourner les ambulances vers d'autres centres hospitaliers. Donc, des délais supplémentaires pourraient être envisagés également lors de ces interventions. Plusieurs appels de patients à domicile qui sont oxygénodépendants. Donc, il ne faut pas oublier que quand il y a panne de courant, il y a un certain temps où les fameuses batteries d'alimentation de ces concentrateurs d'oxygène peuvent devenir problématiques. Normalement, ces gens-là ont des contrats de contingence avec les fournisseurs. Il peut y arriver parfois qu'on arrive au bout de ces solutions-là qui ont été proposées par les fabricants. Et à ce moment-là, c'est le préhospitalier qui doit venir prêter main forte. On travaille à essayer d'élaborer des stratégies pour essayer de retirer la portion préhospitalière de cette situation-là. Malheureusement, lorsqu'on parle d'un patient qui arrive en fin de pile énergétique, on parle d'un transport préhospitalier pour l'instant. Très nombreuses interventions et signalements également à la Direction régionale de santé publique pour des intoxications au monoxyde de carbone ou l'exposition des paramédics. Comme vous propose là, à mes collègues, il va sans dire qu'il y a des situations, notamment qui pourraient peut-être être culturelles, qui vont causer des expositions au monoxyde de carbone, notamment par le fait, par exemple, que certaines personnes sont habituées à avoir des maisons moins isolées, vont utiliser là, des systèmes de chauffage à l'intérieur. Et malheureusement, au Québec, les cas de bâtiments, on pourrait dire peut-être heureusement, les maisons sont beaucoup plus hermétiques et donc, malheureusement, le monoxyde ne va pas s'échapper, il va rester à l'intérieur, il va malheureusement créer des intoxications pour les gens qui sont à l'intérieur. Soutien à l'évacuation des personnes vulnérables, donc autant les différents sites, les installations auxiliaires de santé, donc par exemple, les RPA, les CHSLD, il peut y avoir des situations où il va y avoir un manque de courant. Il peut y avoir d'autres aléas aussi qui, par effet domino, viennent causer des ennuis. On pourrait, par exemple, imaginer que le verglas vient créer des bris de structure et donc une évacuation devient nécessaire. On va venir prêter main forte à ces évaluations-là. Les plans de contingence aussi, le volet transport pour des bris de service de la chambre hyperbare. Donc, il peut y avoir certaines situations où il va y avoir des salles hyperbares qui ne fonctionnent pas ou que le personnel est littéralement saturé par la demande et comme vous le savez, les infirmières ne peuvent pas passer par des chambres hyperbares de façon constante. Il peut y avoir un enjeu de contingence avec le temps et il pourrait y avoir éventuellement à faire des déplacements à l'extérieur du territoire ou tout simplement là, des reconcentrations du personnel qu'on doit aider là, au déplacement avec les patients pour aller ailleurs faire les chambres hyperbares. Au niveau des centres hospitaliers, donc les fameux codes orange, bien, ça génère un fameux impact majeur là, sur l'offre de services des centres hospitaliers. Donc, autant au niveau de l'imagerie médicale, les ascenseurs, l'alimentation, la stérilisation, des enjeux là, en centre hospitalier qui sont liés au verglas. Il y a des impacts sur les CHSLD, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on n'a pas nécessairement parlé là, du volet de l'offre alimentaire, de l'éclairage d'urgence qui rend les déplacements difficiles autant pour le personnel en place que pour Urgence Santé. Mais le chauffage également,
Imaginez tout l'écosystème d'un CHSLD en perte de courant ou en bris de structure. Évidemment, ça va causer des ennuis pour l'ensemble du réseau de la santé si on en a plusieurs de façon simultanée. Des enjeux techniques à recevoir au niveau des transports ambulanciers dans les salles d'urgence. Donc, si par exemple, encore une fois, on a des bris de structure, on a de la glace de façon presque incontrôlable ou du moins de façon constante qui va causer des enjeux de déplacement, des enjeux de santé et sécurité. C'est des enjeux sur lesquels on doit travailler conjointement avec les centres hospitaliers. Le taux d'occupation très élevé dans les salles d'urgence. Donc, vous comprenez évidemment la situation qui fait qu'on a une hausse un peu partout, donc une saturation potentielle. Et donc, on doit essayer de composer avec cette situation-là pour ne pas venir sursaturer les centres hospitaliers et essayer de faire les détournements ou de transporter les patients à des endroits où il va y avoir un équilibre au niveau du volume dans les centres hospitaliers, dans les salles d'urgence. Et l'utilisation intensive de la salle hyperbare, on en a parlé tout à l'heure, donc au niveau du nombre de fois où un infirmière peut passer dans la salle hyperbare avec les patients, qui peut causer des ennuis avec le temps à force d'en avoir multiples volumes. J'espère que ça vous a plu et je passe le micro à mon prochain interlocuteur. Alors, pour terminer cet exemple de réalité opérationnelle, voici le volet transversal communication. Comme je vous le disais plus tôt, sous la responsabilité du service des communications et du marketing du CIUS du Centre-Sud. Communications qui se font en collaboration avec les services des communications des établissements et des partenaires du réseau de la santé. Au cœur de tout ça, c'était la diffusion d'informations sur nos différentes plateformes pour rejoindre la population montréalaise. En lien avec quoi? En verglas, en 2023, on était vraiment dans les consignes de prévention concernant les intoxications au monoxyde de carbone. Lorsque la mission santé est déployée, on pourrait avoir à communiquer à la population différents conseils, entre autres en lien avec l'accès aux services de première ligne ou l'accès à du soutien psychosocial. Dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas. On a vraiment eu à communiquer principalement sur donc les moyens pour éviter les intoxications au monoxyde, que ce soit la bonne utilisation des fours d'appoint, d'appareils de chauffage d'appoint, la bonne installation de génératrices. Donc, vraiment un rappel de consignes de prévention que nous diffusons régulièrement dans l'année, que ce soit lorsqu'il y a des tempêtes de neige ou encore des pannes comme on en a connu en 23. Mais dans le cas de l'épisode de verglas et considérant les intoxications qui ont malheureusement eu lieu, ça a été vraiment une occasion de rehausser donc, nos outils, ça a été l'occasion aussi pour la santé publique de traduire les fiches de prévention en plusieurs langues pour outiller, entre autres, les personnes responsables du porte-à-porte, comme vous avez entendu un peu plus tôt. De notre côté, au niveau des communications, on a rejoint la population principalement par les relations médias. Donc, les porte-paroles de la direction régionale de santé publique qui se sont relayés pour offrir des dizaines et des dizaines d'entrevues visant à rejoindre le plus grand nombre de personnes possible à Montréal. Évidemment, ça a été fait en complémentarité avec des publications sur nos plateformes numériques, donc régionales et locales. Donc, et c'est un événement qui a vraiment mis en lumière l'importance d'ajuster nos plans de communication, d'ajuster nos outils et de vraiment rehausser la prévention qu'on fait en lien avec ce risque à la santé qui est l'intoxication au monoxyde de carbone.